je rentre pas dans la profession d'avocat. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je te souhaite une excellente année 2026. Ça y est, je tourne ma première vidéo de l'année 2026. C'est une vidéo que j'attendais pas mal de vous tourner. C'est une vidéo qui va finalement reprendre un petit peu mes décisions prises à la fin de l'année 2025, vous expliquer un petit peu ce que je vais faire en 2026 et surtout revenir évidemment sur la fameuse vidéo qui a suscité beaucoup d'intérêt, qui est sortie juste avant les vacances de Noël et qui justement vous annonçait ma prise de décision, à savoir si oui ou non je rentrais dans la profession d'avocat. Donc j'ai reçu énormément de messages, évidemment. La vidéo, elle n'a pas été comprise par tout le monde de la même manière parce que je pense que vous êtes pas mal nombreux à pas être allés à la fin de la vidéo. Si vous vous êtes arrêté avec l'écran noir, eh bien forcément vous n'avez pas forcément compris la bonne issue de la vidéo. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de finalement revenir un petit peu sur les explications et puis surtout vous dire un petit peu finalement qu'est-ce que je vais faire en 2026, parce que évidemment vous vous posez certainement la question de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire si finalement je rentre pas dans la profession d'avocat. Donc voilà, ça y est, c'est dit formellement, je ne deviens pas avocat en 2026, je suis enfin diplômée. Je peux être avocat, c'est un diplôme pour lequel j'ai énormément bossé et je me suis beaucoup battue pour l'avoir parce que vous avez suivi mes péripéties, mais ça a été extrêmement compliqué en 2025. Et c'est bon, maintenant je suis diplômée et c'est exactement l'objectif que je voulais atteindre, à savoir avoir le choix, toujours le choix, et toujours pouvoir prendre mes décisions en me sentant très libre dans les choix que je fais. Et aujourd'hui, c'est exactement la situation dans laquelle je me trouve. Je suis diplômée du diplôme pour lequel j'ai bossé et j'ai la possibilité de choisir soit l'entrepreneuriat, soit le métier d'avocat. Donc il y en a pas mal qui se demandent et qui se disent mais pourquoi est-ce que finalement tu fais ce choix? Pourquoi est-ce que tu es obligé de faire ce choix aussi? Parce qu'il y en a certains qui ont un petit peu compris l'enjeu que j'avais en moi entre la profession d'avocat et mes activités entrepreneuriales. D'autres qui n'ont pas forcément compris, qui ne savent pas forcément pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire un choix. Ça n'a pas été une décision hyper évidente et que j'ai prise il y a si longtemps que ça. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas en 2025, plus de bas que de hauts je dirais même, et ça m'a amené finalement à prendre cette décision, pas du tout en dépit, mais justement à prendre plus le temps de réfléchir, voir un petit peu ce que j'étais capable de réaliser toute seule en 2026. Et je suis très contente en tout cas de pouvoir vous le partager aujourd'hui et puis de recueillir également vos avis et vos conseils, parce que souvent j'échange avec vous et vous avez toujours des bons conseils à me donner aussi, donc n'hésitez pas. Donc pour revenir un petit peu sur la fin de l'année 2025, donc je suis enfin diplômée du CAPA, donc c'est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. En fait, c'est le diplôme qui te permet de devenir vraiment avocat. En fait, le CRFPA, c'est le diplôme pour entrer à l'école. Mais en fait, si tu fais le CRFPA, que tu l'obtiens mais que tu vas pas au bout, le CRFPA, ça vaut rien en fait en termes de diplôme en tant que tel. Parce que c'est pas un diplôme, c'est juste un droit d'accès à une formation qui te permet d'obtenir un diplôme et qui te permet ensuite de prêter serment pour devenir avocat. Donc pour ma part, j'ai le parcours complet. Je suis diplômée comme n'importe quel avocat, mais j'ai fait le choix de ne pas aller à la prestation de serment. Et en fait, quand on prête serment, c'est à ce moment-là qu'on devient officiellement avocat. Donc c'est un peu compliqué quand tu as le diplôme mais que tu n'as pas prêté serment, les gens ne comprennent pas, tu es avocat ou tu n'es pas avocat. Et je vous explique même pas pour l'expliquer à ma famille, leur dire non je ne suis pas avocat, pourtant je suis diplômée avocat. C'est toujours un petit peu compliqué d'expliquer ça parce que un ingénieur, quand il est diplômé ingénieur, même si en soi il n'exerce pas en tant qu'ingénieur, il est quand même ingénieur. Pour les avocats, c'est différent puisque quand tu rentres pas à la profession, tu peux pas te permettre de dire que tu es avocat. Pour la simple raison, c'est que sinon ça peut être interprété comme étant de l'exercice illégal de la profession puisque tu n'as pas le titre en fait. Tu as le diplôme mais tu n'as pas le titre. Donc c'est ma situation aujourd'hui. Je peux, quand je le souhaiterais, prêter serment et rentrer à l'ordre des avocats, n'importe quel ordre, il en existe de nombreux en France, et je pourrais donc m'inscrire quand je le veux, puisque le CAPA c'est un diplôme qui ne se périme pas, vous le savez, et ça permet de reporter son entrée. En soi, reporter son entrée à l'école des avocats comme reporter son entrée dans la profession, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Il y en a quand même pas mal qui font ce choix-là. Alors généralement c'est quelques mois, le temps de s'organiser ou de voyager, de se poser, etc. avant de rentrer dans cette profession. Pour ma part, c'est une décision qui sera en tout cas portée sur quand même un certain nombre de mois,
voire d'années. Je me laisse le temps de voir un petit peu ce que je veux faire. En fait, en toute honnêteté, je ne ressens pas le besoin aujourd'hui de m'épanouir en tant qu'avocat. C'est une profession qui est super belle, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je suis formée pour être avocat et j'aime cette profession, mais elle est soumise à 17 principes déontologiques que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est des principes qui sont assez contraignants finalement, puisqu'il y en a un principalement qui est celui de l'indépendance et qui, dans son interprétation, interdit finalement l'avocat d'avoir une profession commerciale annexe de sa profession d'avocat. Donc ça, c'est le principe. Donc me concernant, j'ai 2 entreprises et en soi, ce sont des activités commerciales puisque je vends des prestations. Pour autant, il existe des exceptions. Il y a des avocats, vous le savez, qui ont des professions à côté et qui font d'autres choses, d'autres activités. Et elles sont encadrées par la déontologie. À savoir, il est possible d'avoir des activités annexes, accessoires, par principe, si elles sont en lien avec la profession d'avocat ou si elles se destinent à une clientèle telle que les avocats, les confrères. Et là, pour ma part, c'est un petit peu plus complexe parce que je ne travaille pas en lien direct avec les avocats, je travaille avec plusieurs professionnels, les étudiants également, et c'était assez compliqué de pouvoir justifier le cumul avocat et activité commerciale annexe du coup. Donc ça, c'est une des raisons, il va y en avoir plusieurs. La deuxième raison également, c'est que cette notion d'exception, d'activité commerciale, c'est assez trouble, hein, c'est pas très bien rédigé. Et il y a également la notion économique derrière, c'est-à-dire que par principe, tu es censé gagner plus en tant qu'avocat qu'avec ton activité annexe, accessoire, ça semble logique. Pour ma part, c'est compliqué parce que je génère avec mes 2 entreprises ça dépend les années, mais entre 90 et 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça me demanderait en tant que jeune avocat de générer presque autant, voire pas du coup plus. Vous imaginez bien qu'un jeune avocat, pour générer en première année, voire même en deuxième année, un chiffre d'affaires conséquent, c'est compliqué quand même. Il s'agit bien d'un chiffre d'affaires, on est bien d'accord, et c'est pas les bénéfices. Pour autant, là, pour ce critère-là, pour moi, ça serait compliqué. Troisième critère également, c'est au niveau du ratio temps. On est censé, en tant qu'avocat, exercer plus la profession d'avocat que l'activité commerciale qui est annexe. Pour ma part, mes entreprises me prennent quand même beaucoup de temps, même si j'ai réussi à jongler études et mes boîtes. Je le vois aujourd'hui, maintenant que je suis à temps plein, je travaille de 10h à 20h le soir avec 1 heure de pause entre midi et 2. C'est un temps gigantesque, hein. Donc pour moi, jongler entre les 2 activités, c'est quelque chose que je serais en mesure de faire, parce qu'à partir du moment où je décide de faire quelque chose, je le fais. Donc je me sentirais capable de le faire, mais pour le justifier auprès de l'ordre, ça risque d'être compliqué de justifier qu'il y a vraiment cette proportion qui est respectée. Donc ça, c'est un autre critère. Autre argument également, c'est que quand tu es avocat, c'est pas juste être avocat pour être avocat, tu as la charge de dossier, tu as la charge de la vie des gens. Alors pas de la vie physique, physionomique, mais une partie de leur vie, quand ils viennent te voir, c'est parce que tu vas les aider dans une partie de leur vie qui est importante. Quand on fait appel à un avocat, c'est pas pour passer un bon temps avec lui, on est bien d'accord, c'est pour régler un problème qui nous est important dans notre vie. Et en termes de conscience professionnelle, il faut, je pense, être quand même bien impliqué, même très impliqué. Aujourd'hui, si j'avais à exercer la profession d'avocat et que je pouvais le faire tel que je l'imagine dans ma tête, je serais en mesure de traiter des dossiers, peut-être 1 ou 2 par mois, mais pas beaucoup plus pour rester dans une posture professionnelle exemplaire pour mes clients, être vraiment investi à 200% et pas me sentir toujours parasitée par les 50 000 autres choses que je fais à côté, tout en laissant la chance à mes boîtes également de pouvoir continuer à vivre comme elles se doivent, c'est-à-dire réaliser les missions, les projets que je lance. C'est à peu près toutes les raisons qui m'ont motivée finalement à faire le choix de ne pas rentrer dans la profession d'avocat. Elle est principalement déontologique et c'est d'ailleurs pour ça que dans la vidéo que vous avez certainement regardée, vous me voyez redéposer le code de l'avocat et récupérer mon tote bag Jurisday. Ça représente ce code de l'avocat, je ne l'ai pas mis pour rien, hein. C'est pas parce que c'est marqué avocat, mais c'est parce que c'est à l'intérieur qu'il y a les principes déontologiques qui aujourd'hui
m'empêche de pouvoir me projeter durablement dans cette profession avec justement mes activités. Ce que je veux également dire, c'est que en France, on a une manière d'exercer la profession d'avocat qui est singulière, puisqu'à l'étranger, par exemple au Québec, à partir du moment où on est diplômé avocat, qu'on prête serment, on est avocat, mais on peut être chef d'entreprise. En fait, c'est comme je vous le disais précédemment, l'ingénieur, il est diplômé ingénieur, mais après, rien ne l'oblige de rentrer, d'être vraiment ingénieur. Il peut faire d'autres choses à côté, ça ne lui enlève pas son titre. Dans beaucoup de pays, donc au Québec, mais c'est également le cas dans d'autres pays européens, être avocat n'empêche pas d'avoir d'autres activités à côté et d'être pleinement investi dans ces autres activités, même si la profession d'avocat est en second plan. Mais en France, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je suis assez une tête brûlée. Je pense que je fais vraiment ce que je veux. Donc à partir du moment où je décide de faire quelque chose, je le fais. Si j'avais eu envie de me dire, je rentre dans la profession, je fais ce que je veux, si j'ai des activités annexes, c'est moi qui gère, je me débrouille, et si l'ordre a un problème, je réglerai ça avec eux. Ça serait rentrer dans une forme de combat de comment est-ce que la profession d'avocat est aujourd'hui exercée en France. J'ai pas envie de mener ce combat aujourd'hui. Je le mènerai certainement, mais là aujourd'hui, j'ai pas envie, en fait, clairement, j'ai pas envie. Je pense que j'ai vécu quand même beaucoup d'années de combat entre mes études de droit, l'école des avocats, qui a été vraiment très, très, très difficile pour moi. Je pense aujourd'hui, j'en ai marre, en fait, de me battre pour des choses qui me semblent tout à fait simples, à savoir se sentir libre. Je pense que j'ai une posture professionnelle qui est assez claire. Je pense pas que mon travail porte préjudice à qui que ce soit, qu'il dérange certains. Bon, ça, je peux le concevoir, mais bon, voilà, je travaille toujours très sérieusement. Donc, généralement, les personnes qui sont un petit peu réticents à mon travail, généralement, ils me connaissent pas tant que ça, ils connaissent pas tant que ça mon travail que je peux faire. Mais voilà, aujourd'hui, je n'ai pas envie de mener ce combat, de devoir prouver que c'est possible d'être avocat en France et d'avoir seulement un client par mois et que ça soit une activité secondaire et pas une activité principale. Je pense que j'ai d'autres choses à faire plutôt que mener ce combat. Franchement, c'est un choix. Aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans 1 an, je changerai d'avis. Que ça soit bien clair, il n'y a absolument aucun ordre en France d'avocat qui m'a écrit pour me dire que je n'avais pas le droit d'exercer la profession, hein, que ce soit bien clair. On ne m'a jamais interdit de rentrer dans la profession. Mais pas du tout, hein. Genre j'ai jamais reçu aucun message, aucun mail ni quoi que ce soit, c'est vraiment une décision que j'ai prise toute seule. Et il y avait une autre chose qui est extrêmement importante aussi, c'est que comme je vous le disais, moi ça fait quand même 5 ans que j'ai commencé mes activités professionnelles, j'ai toujours jonglé entre études et mes boîtes, j'ai jamais pu me mettre à 100% dans mes entreprises. Vraiment à chaque fois, même si je me mettais à 100% dedans, je ne pouvais pas y consacrer autant de temps que je le souhaitais, donc tout a été fait dans l'urgence, pas la précipitation, mais dans l'urgence. J'ai toujours travaillé en apnée avec mes boîtes, ça a toujours fonctionné, en tout cas pour beaucoup de projets ça a très bien fonctionné, mais toujours avec un sentiment d'épuisement mental pour moi, parce qu'il fallait toujours que je jongle entre les deux. Mes études, ma réussite et évidemment mes activités. Et là, je me suis dit, écoute, tu as l'opportunité d'éviter de jongler entre la profession d'avocat et tes activités et de laisser vraiment mes boîtes avoir la chance de m'avoir à 100% pour se développer comme je l'imagine, avec un sentiment plus cadré, plus professionnel aussi de ma manière de travailler pour ma chaîne YouTube, pour la Jurisday et pour toutes les autres choses que je développe. Et c'était une chance que je voulais m'offrir clairement. Donc c'est vrai que j'ai vraiment énormément travaillé ces 5 dernières années, mais toujours de manière très speed. C'est pour ça que dans la vidéo je cours, parce que vraiment c'est le sentiment d'épuisement. Et sachez que pendant toute la journée de tournage, j'ai pas arrêté vraiment de courir. Chaque plan, c'est moi qui cours pour de vrai. À la fin de la journée, j'avais des courbatures, j'étais épuisée. J'ai fait 15 ou 20 bornes quand même dans Lyon pour les prises d'images. Et le sentiment d'épuisement que j'ai eu à la fin de la journée de tournage représentait vraiment l'épuisement que j'ai à chaque fois qu'un projet naît et en fonction de l'énergie que j'ai donnée. Mais à chaque fois, ça a été vraiment très très chaud quand je prends du recul. Bien que j'ai toujours adoré ce que je faisais, je me suis pas reposée sur mes lauriers à chaque projet, bien au contraire. Et donc là, j'avais vraiment envie de me donner la possibilité de me professionnaliser en tant qu'entrepreneur à fond. La profession d'avocat, je fais pas du tout un trait dessus. J'irai quand j'aurai décidé que ce sera le moment. Et quand ce sera le moment, à mon avis, ce sera un grand moment, parce que j'ai une vision assez claire de ce que je veux être, de ce que je veux faire. Et là, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être avocat.
tout simplement. C'est une profession que je kiffe. Si on avait la possibilité d'être avocat en second plan, je pense, parce que c'est voilà, ça fait partie quand même de mes études et du diplôme que j'ai obtenu. Un sacré bras de fer, donc voilà. Aujourd'hui, je peux pas le faire. Enfin, je pourrais le faire, mais avec des problèmes par la suite possibles. Et là, j'en ai marre en fait des problèmes, de me battre avec des gens qui veulent rien entendre. Donc voilà, je préfère continuer à faire ce que je fais et de le faire encore mieux, puisque bah voilà, mes entreprises elles ont survécu le cap hein, des 3 ans de création d'entreprise, donc elles sont en bonne santé, elles me permettent aujourd'hui de vivre. C'est assez cool parce que c'est vrai que pendant de très nombreuses années, je me suis jamais fait de rémunération de gérance. J'ai beaucoup réinvesti mon argent dans des projets et dans de la création. Et aujourd'hui, je récolte un peu les fruits de tout ce travail. J'étais très jeune et pas du tout formée à l'entrepreneuriat. Et pourtant, j'ai réussi à faire des choix que je trouve quand même assez intelligents. C'est pas pour me vanter, mais franchement, il y a des trucs où je me dis, bah franchement, pour une meuf de 23 ans qui est pas du tout formée à l'entrepreneuriat et qui est pas du tout soutenue par... que ce soit dans ses études ou enfin voilà quoi, j'ai pas un entourage qui est dans l'entrepreneuriat en tant que tel, bah voilà, j'ai quand même réussi à faire des bons choix. Bref, quand j'ai pris la décision de me lancer 100% dans mes boîtes, bah il a fallu aussi que je réfléchisse à tous les projets que je voulais mettre dans l'année 2026 et donc voilà la deuxième partie de la vidéo sur qu'est-ce que je vais faire concrètement en 2026. Alors pas mal de projets sont lancés en fait, c'est déjà lancé. Là janvier ça va être un mois qui commence déjà à fond. Première chose, je pars faire le tour de France des facs de droit avec la Jurisday. Donc pour rappel, la Jurisday c'est le salon des études au droit. Si t'es jamais venu à la Jurisday, tu peux pas être un étudiant en droit, clairement. Aujourd'hui c'est la 10e édition que j'organise, c'est la référence et ça va continuer à le devenir. C'est le salon auquel il faut participer, c'est Lyon et Paris. Il faut prendre son billet de train et il faut venir parce que c'est une occasion unique de rencontrer des professionnels du droit, d'avoir des conseils, de se projeter dans un avenir professionnel dans le domaine juridique, de construire son ambition, de se sentir entouré quand on n'a pas forcément de réseau ou de famille qui est dans le domaine juridique. Je pense que c'est essentiel de venir à la Jurisday. C'est l'événement qu'il ne faut pas louper. Et voilà, je pense qu'il faut se dire, voilà, dès que la date, elle sort, bah moi je prends mon billet de train et je viens à la Jurisday de Lyon ou Paris. C'est 2 fois par an, donc Lyon c'est toujours c'est entre janvier et mars en fonction de pas mal de contraintes personnelles. Et puis Paris, c'est plutôt entre octobre et novembre de chaque année. Et donc je pars faire le tour de France des facs de droit, puisque j'ai quand même conscience que Lyon et Paris, c'est quand même assez réducteur, puisqu'il y a beaucoup de facs de droit et d'étudiants en droit partout autre en France. Et donc, je vais venir dans vos facs pour tenir une conférence, c'est la conférence Jurisday, dans laquelle j'anime donc une intervention autour de tous les métiers du droit, toutes les possibilités. Si t'es pas prêt en master, si t'es prêt en master, quel métier tu peux faire, quel concours tu peux faire après une 2e année de droit, après une 3e année de droit. Quand je dis que je suis experte des études de droit, c'est une réalité. Je pense que y a personne qui connaît autant de choses que moi dans tous les concours possibles, les niches, les passerelles, les équivalences. C'est voilà, un travail que j'ai fait depuis 3 ans avec la Jurisday. Donc je pense que voilà, je suis vraiment très très aiguisée dans ce domaine-là et donc j'interviendrai en 2026 dans vos facs. Donc j'ai déjà été contactée par pas mal de facultés. J'ai une première conférence vendredi et je suis très très fière de commencer comme ça. Pour moi, c'est vraiment un gros symbole puisque j'interviens à l'université du Mans à Laval, là où moi-même j'ai étudié en 2e année de droit, quand j'ai repris mes études de droit. Donc je vais animer cette première conférence le 9 janvier. Je suis trop fière de retourner là-bas, de retrouver cette université, cette fac qui m'a accueillie quand j'étais en 2e année de droit, de rencontrer mes professeurs qui m'accueillent aussi avec une grande gentillesse. Je suis super contente. Ensuite, je vais enchaîner également à Bourg-en-Bresse. J'ai également une conférence qui va être prévue dans les îles, un petit peu plus loin, parce que les étudiants en fac de droit qui sont pas en France, sur le continent
eh bien, ils peuvent quand même avoir accès évidemment à l'information. Donc je vais aller à leur rencontre, c'est en cours de validation. Également sur Paris, j'ai été contactée par des facs parisiennes, bien qu'il y ait l'événement qui continue à s'organiser sur Paris. Je vais également intervenir sur Paris, également sur Dijon, et puis c'est en cours évidemment sur Bordeaux, Brest, Rennes, enfin bref. Il y a beaucoup de conférences qui vont être prévues, donc ça c'est vraiment le tour de France de la Juris Day. Donc ça c'est un gros projet parce que ça prend quand même pas mal de temps. Deuxième chose, je suis chargée de TD et à partir du deuxième semestre, je passe de 2 à 7 groupes de TD où je vais intervenir dans 2 universités. Donc je suis toujours sur Lyon et également sur Dijon. Donc ça c'est trop cool parce que l'enseignement c'est quelque chose qui me tient à cœur et rencontrer des étudiants et être en contact concret avec des gens. J'en ai besoin dans mon travail puisque je travaille beaucoup de chez moi, en télétravail, etc. C'est hyper important pour moi de mettre du concret et des rencontres humaines. Donc voilà, je suis servie, j'ai été contactée par beaucoup d'universités. Je devais également intervenir dans une troisième université sur Lyon, une autre université encore sur Lyon. Toutes les facs de Lyon m'ont contactée pour être chargée de TD. Mais il y a un moment où il faut quand même faire des choix parce que trop c'est... Voilà, après il faut que je gère quand même mon emploi du temps. Voilà, en tout cas je suis ravie de pouvoir accompagner mes L1 au deuxième semestre. Donc ça va me prendre tous mes lundis et mes jeudis. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, troisième projet et pas des moindres, je monte ma maison d'édition juridique. Donc libre de droit. Et la librairie juridique que j'ai montée devient une maison d'édition. Donc c'est la maison d'édition Le Droit en 5 minutes. Le site internet, ça reste libre de droit. Mais voilà, je monte vraiment ma maison d'édition. Et j'édite mon premier auteur, puisqu'avant j'étais en coécriture pour mes manuels. Donc il y avait 1000 QCM en droit des obligations, 1000 QCM en procédure civile, 1000 QCM en droit des personnes et de la famille, mon manuel CIRFPA tout savoir sur l'examen, 50 sujets grand oral. Il y a 1000 QCM en droit pénal qui arrive en 2026 également. Et j'édite mon premier auteur qui va être donc, qui est vraiment tout seul à avoir écrit le livre. Et moi je l'édite, donc c'est un honneur de ouf. Sachant que c'est un auteur, je pense que vous connaissez, et qui est, pour qui j'ai beaucoup donc et je suis particulièrement fière en tout cas de pouvoir travailler avec cet auteur et de l'éditer. C'est trop, je trouve ça trop cool. Donc je pourrais vous en parler, mais prochainement, pas tout de suite, je le dévoile pas encore. Vous le saurez bien assez tôt. Donc ça va être un gros projet aussi de lancer ma maison d'édition juridique. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site Libre de droit. Mais également, autre projet, c'est que je suis maintenant référencée à la FNAC, chez Décitre, et vous allez pouvoir retrouver mes bouquins directement dans les rayons des librairies. Donc ça, c'est un travail de ouf. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'est difficile de rentrer dans ces milieux-là quand il y a déjà des grosses maisons d'édition qui existent depuis longtemps. Faut faire son trou, sa place. Nous, on est... moi, je suis une maison d'édition juridique très jeune. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un réseau qui est quand même assez énorme pour me lancer. Généralement, les maisons d'édition jeunes, quand elles se lancent, elles ne sont pas connues parce qu'elles n'ont pas de réseau. Moi, c'est vrai que quand je cumule tous mes réseaux, j'ai bientôt 80 000 abonnés. Donc ça compte beaucoup aussi pour la visibilité de la marque, etc. C'est tout un travail. C'est vrai que le livre, on pense qu'il va disparaître avec les nouvelles technologies, etc. Mais moi, je ne suis pas tout à fait convaincue de ça. Bien au contraire, ça va devenir justement un objet qui va être un objet qui va prendre encore plus sa place dans les librairies et dans les bibliothèques des étudiants. Je pense que les étudiants en droit réviseront toujours avec des livres, ça c'est quasiment sûr. Donc voilà, ça va être également un gros travail de fond, retrouver aussi d'autres auteurs, créer d'autres livres. Donc je vous remercie par avance pour votre soutien. Donc voilà, troisième projet. Ensuite, quatrième projet, je vais toujours coacher mes étudiants pour le CIRFPA. Donc si tu passes le CIRFPA en 2026, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, puisque j'ai toujours mon groupe de coaching. Tous les 15 jours, on se fait une visio en groupe avec tous les étudiants que je coach. Et puis, je vous donne tous les conseils. C'est vraiment du cas par cas. Le but, c'est vraiment de se motiver ensemble, d'avoir les outils pour réussir, de ne pas se sentir seul. C'est hyper important. Donc ça va me prendre également pas mal de temps. Et puis ensuite, je refais toute ma playlist de vidéos sur YouTube également, puisqu'il faut mettre à jour quand même son contenu. Pour ma part, mes premières vidéos sont sorties il y a 5 ans, donc bon, faut quand même les refaire. Donc j'ai déjà commencé un bout du travail à partir de septembre 2025, et donc j'ai plus de 1000 vidéos en tout cas
qui sont sur le feu et qui sont en train de sortir petit à petit pour voilà, mettre à jour tout mon contenu. Donc ça, c'est un gros travail de fond également. Et puis ensuite, j'ai toujours, bien sûr, mes conférences CRFPA sur l'examen. Ça, voilà, je suis toujours contactée et c'est toujours un plaisir d'être présente dans les facs. Ça, c'est plutôt avec les associations de master. Donc j'ai beaucoup intervenir. Ça va vraiment être quelque chose que je vais beaucoup faire en 2026 et je trouve que c'est très cool parce que c'est ce que j'aime beaucoup. Voilà, et puis la Juris Day, il y a toujours les 2 événements sur l'année. Donc en tout cas, avec déjà ces projets-là, c'est pas mal pour 2026. J'ai d'autres choses en tête qui vont me prendre du temps quand même, mais plus anecdotiques, qui permet voilà, de toujours vous proposer un contenu de qualité et puis qui peut vous aider, hein, ça c'est extrêmement important. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire en 2026 ? Grosso modo, tout ça. C'est déjà pas mal, je vais pas m'ennuyer. Et puis voilà, j'ai pas mal d'autres projets encore en tête, mais ça sera peut-être 2027 pour monter d'un cran. En tout cas, voilà, maintenant je peux vivre de mes boîtes, je peux voilà, me sentir épanouie, je peux voir les projets aboutir, grandir. Rien n'est joué, hein, parce que là vraiment je saute dans le vide. Si ça marche pas, je serai toujours avocat, hein, c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que là aujourd'hui c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir poursuivre mes activités et lancer tout ce que j'ai à lancer. Je suis bien formée maintenant aujourd'hui, j'ai un bon réseau, je pense avoir fait les bons choix au bon moment, même si franchement je me suis pris des sacrés murs. J'oublierai pas tous les gens qui m'ont aidée pendant toutes ces années, tous ceux qui m'ont soutenue, même si ça n'a pas toujours été évident. Et j'oublierai pas non plus ceux qui m'ont vraiment mis des bâtons dans les roues parce que, je suis peut-être pas très rancunière, mais je suis, voilà, comment dire, un peu à vif sur certains comportements qui ont été, pas forcément bienveillants et qui m'ont, dans une certaine mesure, beaucoup affectée sur certaines années, sur la construction de mes projets. Donc en tout cas, si vous voulez me soutenir, parlez de mes activités, de mes actions, parlez de la Juris Day, venez à la Juris Day, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas être étudiant en droit et ne pas venir à la Juris Day. C'est l'événement auquel il faut participer quand on est étudiant en droit. Enfin, il n'y en a pas d'autres comme ça. Vous avez une opportunité, vous la saisissez. C'est exactement ce que propose la Juris Day et c'est gratuit. Donc vous n'avez plus qu'à oser et puis venir parler de l'événement. Si vous voulez que j'intervienne, n'hésitez pas à en parler à vos directeurs de master. Si vous êtes membre d'une association, vous pouvez également me contacter pour que je vienne et que j'intervienne pour votre master. Si vous voulez qu'on parle CRFPA, poursuite d'études. Voilà, moi je suis rodée sur tout ce domaine-là. Je pense que vous ne trouverez pas une personne aussi avisée dans tout ce qui touche aux études juridiques que moi. J'ai fait un travail de fond qui est colossal. Si quelqu'un s'estime être plus expert que moi, écris-moi et puis on en parle. Mais je pense être assez sûre de moi sur ce domaine-là pour pouvoir dire que en termes d'expertise, je suis pas trop mal sur tout ce qui touche aux études de droit. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir vivre de mes activités et je vous remercie sincèrement. Pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube en 2020, quand j'ai créé cette chaîne YouTube, je connaissais rien à YouTube, je regardais même pas une vidéo par jour, je savais pas ce que c'était. J'ai balancé ces premières vidéos avec un matériel que j'avais trouvé comme ça dans des vieilles affaires. Et j'ai été soutenue par des personnes qui m'ont portée toutes ces années et vous en avez fait partie. Si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément vous avez joué un rôle dans ma motivation aussi. Donc je vous remercie vraiment sincèrement de me suivre au quotidien et d'être présent, d'être là, de regarder ce que je fais et de m'encourager. Et puis maintenant que je suis enfin diplômée, je fais ce que je veux, je suis libre et ça c'est le meilleur cadeau que je pouvais m'offrir et j'ai réussi à atteindre cet objectif. Et je pense que c'est la meilleure réussite pour moi en 2025, malgré tous les échecs que j'ai rencontrés. C'est le plus beau cadeau que je m'offre, c'est celui d'être libre et d'avoir toujours le choix. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente année 2026 et surtout de retrouver en toi la force de relever tous les défis qui vont se dresser, parce que c'est sûr qu'il y en aura. Moi, ce sera pareil.
et de trouver et de puiser en toi la force en tout cas de toujours te relever. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Et si moi je peux t'aider en tout cas dans le milieu universitaire, eh bien n'hésite pas à m'écrire et oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!